I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been... C'était le matin que personne en Grande-Bretagne n'avait anticipé. Un ciel gris d'octobre planait au-dessus du domaine de Sandringham, tandis que le silence s'installait. Il n'y a aucune annonce, aucune fanfare, pas même un murmure concernant le calendrier royal. Mais à 11 heures précises, 2 frères, qui n'avaient pas eu de moment d'intimité depuis près de 4 ans, revinrent dans la même pièce. La petite chapelle familiale de Sandringham, autrefois refuge de la princesse Diana, avait été choisie délibérément. Elle était calme, retirée à l'abri de la presse et du protocole. Pas d'assistants, pas de photographes, pas de suite royale. Seulement le bruit de leurs pas et l'écho de l'histoire. Pour les princes William et Harry, ce n'était pas une rencontre organisée par le palais, mais quelque chose de plus profond, un moment qui semblait exiger la vie elle-même. Les témoins, bien que peu nombreux, ont décrit ce qui a suivi comme un silence pesant. Les frères sont restés face à face pendant plusieurs secondes, sans sourire, sans poignée de main, mais sans reculer non plus. Pour une famille fondée sur la maîtrise de soi, ce simple geste était monumental. Comme l'a confié un correspondant royal chevronné au Guardian, on sentait Diana dans la pièce avant même qu'il ne prononce un mot. Ces retrouvailles avaient été discrètement encouragées pendant des mois par les hauts fonctionnaires. Le roi Charles, dont la santé s'était apparemment détériorée après une série de traitements médicaux plus tôt cette année-là, avait exprimé l'espoir que ses fils trouveraient la paix avant le changement de main de la couronne. Mais ce n'était pas le roi qui avait rendu cela possible, c'était Catherine. Des sources proches du palais de Kensington ont confirmé au magazine People que la princesse de Galles écrivait en privé à Harry depuis des mois par l'intermédiaire d'un intermédiaire, jamais à propos de politique ou de presse, seulement de sa famille. Son message était simple. Quoi que les gros titres fassent, tu es toujours son frère. Et ainsi, en ce matin d'automne ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Harry arriva seul sans Meghan, descendit d'un SUV noir et se dirigea vers la chapelle. William était déjà à l'intérieur attendant devant l'autel les lits blancs préférés de sa mère, à côté des bougies de prière. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Puis à voix basse, Harry rompit le silence par un seul mot, « Catherine ». Ce n'était pas ce à quoi William s'attendait. Pendant des années, Catherine avait été le pont tacite entre les deux hommes, encourageante mais prudente, loyale mais humaine. Et maintenant, c'était son nom qui ouvrait à nouveau la porte. « Je n'ai jamais dit ça auparavant », commença doucement Harry, selon un assistant qui informa plus tard le personnel du palais. « Mais elle a toujours été là pour vous, je l'en remercie. » Ce n'était pas une déclaration publique, ce n'était pas destiné à susciter la pitié. C'était la vérité crue d'un homme qui avait trop perdu et qui avait compris que la famille était tout ce qui comptait. Il parlait de Catherine non pas comme de la duchesse de Cambridge ou de la future reine, mais comme d'une sœur, celle qui adoucissait le monde quand tout semblait insupportable. Ces mots ont frappé William plus durement qu'il ne l'avait prévu. La distance qui les séparait, les années de guerre médiatique, les accusations non formulées, tout s'est évanoui l'espace d'un instant. C'était la première fois qu'Harry parlait avec son cœur et non pour se défendre, a déclaré une source proche du palais à BBC News. Tandis que les frères parlaient, l'atmosphère dans la chapelle se fit silencieuse, chargée d'une émotion qu'aucun d'eux ne s'était permise depuis des années. Les échos du souvenir de Diana les enveloppaient. La femme qui leur avait insufflé de l'empathie dans un monde qui la récompensait rarement. Comme l'écrivit plus tard un historien royal, ce n'était pas une réconciliation pour les caméras, c'était une question de survie pour l'âme. Dehors, le monde restait ignorant. À l'intérieur, 2 hommes qui avaient marché derrière le cercueil de leur mère près de 30 ans auparavant marchaient désormais vers quelque chose de fragile mais de réel, la compréhension. À la fin de la réunion, point de gestes théâtraux. Pas d'accolade, pas de larmes, pas de grandes déclarations. Juste un discret hochement de tête entre frères qui pour la première fois depuis des années se voyaient non pas comme des rivaux, mais comme le reflet d'une douleur partagée. Mais le silence qui s'installa dans cette chapelle ne dura pas longtemps. Le soir venu, des rumeurs d'une rencontre privée entre les princes commencèrent à circuler dans les rédactions londoniennes. Sky News rapporta que quelque chose de très personnel s'était déroulé à Sandringham. La BBC refusa de commenter. Le palais comme prévu garda le silence. Mais c'est précisément ce silence qui a incité le monde à écouter plus attentivement. Après des années de tension royale, un fait a commencé à se cristalliser, quelque chose avait changé. Quelque chose qui ne pouvait être ni planifié, ni géré, ni manipulé. À Adelaide Cottage, Catherine ignorait ce qui s'était dit entre son mari et son frère. Mais lorsque les premiers messages lui parvinrent, elle le sentit instinctivement. Un proche collaborateur raconta plus tard au Times, lorsqu'elle entendit le mot chapelle, elle se figea. Elle savait. Alors que le soir tombait sur Sandringham, les lumières du domaine brillaient doucement à travers la brume. Dans la chapelle, les lys étaient encore frais.
les bougies vacillant encore près de la plaque commémorative de Diana. Aucune déclaration officielle ne serait publiée, aucune photo ne serait publiée, aucun documentaire ne serait tourné. Pourtant partout, en Grande-Bretagne, on commençait à ressentir quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis des années à l'égard de la famille royale L'Espoir. Ce matin-là, sans que personne ne le sache, l'histoire de deux princes brouillés était passée de la tragédie à la possibilité. Et bien que personne ne le sache encore, cette rencontre discrète allait bientôt faire la une des journaux du monde entier, faisant trembler les murs de Buckingham Palace et rappelant au monde que sous le poids des couronnes et des cérémonies, la force la plus fragile de la monarchie était, et a toujours été, son humanité. Lorsque les premières lueurs du jour s'éteignirent sur Sandringham, le monde ignorait encore ce qui s'était passé dans cette petite chapelle. Mais ceux qui étaient présents comprirent que quelque chose avait changé. Non pas en politique ou en pouvoir, mais dans la structure même d'une famille longtemps divisée. La voix du prince Harry résonna dans la chapelle non pas avec colère, mais avec la sincérité vibrante d'un homme enfin libéré de sa culpabilité. Après des années de gros titres de documentaires Netflix et de mémoires écrits par des nègres, le public l'avait dépeint comme le prince rebelle, celui qui brûlait les ponts et troquait son devoir contre la liberté. Mais ce matin-là, la version des faits de Harry était différente. Débarrassé de son attitude défensive, il était simplement le fils de Diana, tentant de panser la blessure que la célébrité et le chagrin avaient creusée entre lui et son frère. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », dit doucement Harry, selon un membre du personnel qui décrivit plus tard ce moment au Guardian. « Il n'a jamais été question de toi. » Ces mots frappèrent William comme un éclair. Pendant des années, il avait imaginé cette conversation par fragments, des échanges furieux, des excuses qui ne vinrent jamais. Mais ce n'était pas de la colère, c'était un mélange de soulagement, d'aveu et de regret. Harry continua se souvenant que Catherine avait autrefois apporté le calme pendant la tempête. « Elle n'a jamais ajouté au bruit, dit-il. C'est elle qui l'a empêché de nous engloutir. Ses yeux, selon une source, étaient humides mais inébranlables. Je l'aime parce qu'elle t'aime. » L'impact de ces paroles dépassa largement la chapelle. Plus tard dans la soirée de retour à Adelaide Cottage, Catherine était assise dans son bureau lorsqu'un assistant de Sandringham revint avec un bref compte-rendu de ce qui avait été dit. La phrase « Elle est plus que la femme de William. C'est ma sœur » fut répétée doucement. Catherine resta silencieuse un instant. Puis elle ferma les yeux et pour la première fois depuis des mois, laissa les larmes lui monter. Aux yeux des étrangers, elle était la reine parfaite, grâce, sous la pression calme, en publique élégance, en silence. Mais pour ceux qui la connaissaient le mieux, elle était aussi le fil conducteur silencieux qui unissait la famille. C'est la seule à ne jamais avoir joué le jeu, a déclaré un correspondant royal de BBC Newsnight. Pas de fuite, pas d'alliance, pas de vengeance. Juste de la persévérance. Pour Catherine, ces larmes n'étaient pas de la tristesse. Elles étaient une libération. Depuis le départ de Meghan et Harry début 2020, elle nourrissait un profond sentiment de culpabilité, persuadée qu'elle aurait pu faire plus, en dire plus, aller plus loin. Elle confia un jour à une amie « Je veux juste qu'il soit à nouveau entier. Pour William, pour les garçons, pour elle. » Par elle, elle entendait Diana bien sûr. Maintenant qu'elle savait que Harry avait parlé d'elle avec tendresse plutôt qu'avec ressentiment, quelque chose lui vint enfin à l'esprit. Une source proche du palais raconta au Times, elle resta assise là pendant près de 10 minutes, à contempler une photo de Diana et à murmurer « Elle serait fière de lui ». Ce sentiment a résonné dans toute la Grande-Bretagne. Entre-temps, des bribes de ce qui s'était passé ont commencé à filtrer. La BBC n'a confirmé aucun détail, mais a reconnu qu'une réunion familiale privée et émouvante avait eu lieu à Sandringham. Les tabloïds, comme prévu, ont complété les informations. Le Daily Mail a parlé de « réconciliation royale ». Sky News a parlé d'un moment de guérison. Mais la vérité était plus discrète et plus profonde. Les mots d'Harry n'étaient pas écrits pour faire la une des journaux. Ils étaient prononcés pour survivre. Comme l'a déclaré un de ses amis au magazine People, il ne cherchait pas à sauver la monarchie. Il cherchait à se sauver lui-même. La réaction de Catherine devint le cœur émotionnel de tout l'événement. Non pas qu'elle cherchait à attirer l'attention, mais parce que la sincérité de son silence contrastait avec tout ce qu'était devenu l'appareil royal moderne, relations publiques, images puissantes, spéculations incessantes. Lorsque le palais confirma plus tard que la princesse de Galles n'avait aucun commentaire, cette retenue ne fit que gagner la sympathie du public. Pendant ce temps, William rentra tard ce soir-là. La voiture franchit silencieusement les portes de Windsor, les lumières de la cour allumées. Catherine attendait près de la fenêtre, toujours dans le même fauteuil où elle avait appris la nouvelle. Il entra discrètement, sans rien dire au début, puis s'assit à côté d'elle. « Il te voit maintenant » murmura-t-il. « Vraiment ?» Ces 5 mots ont eu du poids. Pendant des années, reconnaissance, gratitude et début du pardon. Catherine sourit à travers ses larmes et lui serra la main sans un mot. Pour la première fois, les mots étaient superflus. Ce moment n'apparaîtrait jamais dans les biographies royales officielles.
Il n'a pas été filmé ni noté par les secrétaires du palais. Mais selon un assistant qui les a vus plus tard dans la soirée, c'était la première fois depuis des années que la maison était à nouveau chaleureuse. Dès le matin, l'effervescence médiatique avait déjà commencé. Les journalistes de Reuters, CNN et du Télégraphe se sont empressés de confirmer les détails. Le palais, comme à son habitude, s'est refusé à tout commentaire, mais l'affaire avait déjà échappé à leur examen. À une époque où chaque scandale royal ressemblait à une pièce de théâtre, le monde assistait à une scène sans mise en scène. Et cette authenticité était enthousiasmante. Internet a été submergé d'émotions. Sur les réseaux sociaux, les fans de Diana ont publié des photos de ses deux fils côte à côte, l'une datant de 1997 marchant derrière son cercueil et l'autre de leur récente retrouvaille. La légende disait « L'histoire n'est pas terminée, elle a élevé un amour qui a survécu à la distance ». En quelques heures, des millions de personnes ont partagé la photo. Pour Catherine, cette attention était gênante. Elle n'était pas l'artisane de la réconciliation, elle était simplement le cœur qui refusait de s'endurcir. Mais lorsque les commentateurs royaux d'ITV et de BBC Breakfast ont commencé à établir des parallèles entre elle et Diana, un nouveau récit a émergé. Catherine n'était pas seulement la future reine, elle était devenue quelque chose de plus puissant, le pilier émotionnel d'une monarchie luttant pour retrouver son humanité. Au palais, certains courtisans le qualifièrent de miracle, d'autres le qualifièrent de risque. Mais pour le public, c'était plus simple, l'espoir. L'espoir que même au sein d'une famille soumise au protocole et à la distance, la compassion pouvait encore transparaître. Comme l'a résumé un historien royal pour The Guardian, chaque époque de monarchie a besoin d'un pont. Pour Diana, c'était l'empathie. Pour Catherine, c'était le pardon. Et ce soir-là, à Windsor, la main de William dans la sienne, Catherine comprit ce que cela signifiait. Elle ne se contentait pas de tenir le cœur de son mari. Elle chérissait la fragile possibilité que son frère puisse revenir à la maison. Pendant la majeure partie de sa vie, le prince William maîtrisa l'art du calme. Chaque sourire, chaque apparition publique, chaque pose parfaitement minutée devant les caméras, tout cela soigneusement préparé, tout cela était absolument nécessaire. Après tout, il était l'homme né pour hériter non seulement du trône, mais aussi d'une attente séculaire, être inébranlable. Mais cet après-midi d'octobre, debout dans la chapelle silencieuse de Sandringham, même le futur roi d'Angleterre atteignit son point de rupture. Après la confession de Harry, ces mots simples et bouleversants, « ce n'était pas toi », l'atmosphère dans la chapelle a basculé. Pour la première fois depuis des années, William n'avait aucun scénario derrière lequel se cacher. Aucun assistant pour guider son récit, aucun protocole pour dissimuler ses émotions. Et ce qui a suivi, selon plusieurs sources proches du dossier qui ont ensuite parlé au Times et à Sky News, a été l'un des moments les plus vulnérables de sa vie. Il se leva de sa chaise d'une voix douce mais ferme. « J'ai protégé les mauvaises personnes, commença-t-il. Et je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler. Pour elle, pour toi, pour nous tous. Les personnes présentes des Liers disent que les mots tremblaient hors de sa bouche, sa gorge serrée par le poids des décennies. Ce n'était pas un discours royal, c'était la voix d'un fils qui portait le fantôme de sa mère depuis bien trop longtemps et d'un frère admettant enfin que le silence les avait ruinés tous les deux. Ce n'était pas la première fois que William était hanté par les incertitudes. Dans les années qui avaient suivi la mort de Diana, il avait bâti une forteresse invisible, le devoir à l'extérieur, le chagrin à l'intérieur. Lorsque la discorde royale avait éclaté en 2019 et que les gros titres s'étaient répandus dans la famille, ce même instinct était revenu protéger l'institution, endurer, protéger la couronne. Mais maintenant, debout devant le frère qu'il avait autrefois pleuré, William comprenait que le prix de la loyauté avait été l'amour lui-même. « Je pensais que parler briserait la monarchie », a-t-il dit à Harry, « mais je n'avais pas réalisé que cela nous brisait. » Un long silence s'ensuivit. Aucun mouvement, aucun murmure. Seul le bruit d'une respiration et le léger bruissement du vieux bois de la chapelle sous le poids de l'histoire. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. William parla de Diana. Non pas comme un symbole sacré ni comme une figure immortalisée dans des documentaires, mais comme une mère qui avait toujours vu au-delà des murs du palais. La veille de ses funérailles, confessa-t-il doucement, j'étais dans le couloir les yeux fixés sur sa photo, et j'entendis sa voix. Pas un son, une émotion. Elle ne nous avait pas voulu ainsi. Harry, qui avait entendu 1000 rumeurs, mais jamais ce souvenir baissa la tête. Pour la première fois, les frères n'étaient plus des forces opposées, mais des enfants blessés, se souvenant du même amour, issus de deux mondes différents. Cette réplique, « Elle ne nous aurait pas voulu comme ça », allait devenir l'une des plus citées de toute l'histoire. Lorsque des journalistes de la BBC et de Reuters ont reconstitué le dialogue des frères à partir de témoignages d'initiés, l'événement a fait la une des journaux du monde entier. Pour le public, ce n'était pas seulement une révélation royale, c'était la preuve qu'ils étaient encore humains sous la couronne.
Même Catherine, après avoir entendu les paroles de William plus tard dans la soirée, aurait été submergée par l'émotion. Selon un membre de la famille interrogé par The Guardian, elle aurait murmuré « Il a enfin laissé tomber ». Mais cette libération n'a pas seulement pansé les plaies, elle les a rouvertes. Les aveux de Guillaume constituaient aussi une subtile prise de conscience de la stratégie du palais des 5 dernières années. La monarchie avait survécu à d'innombrables scandales, du Mexit à la crise de santé de Charles, mais à un prix moral. Son arme la plus puissante avait toujours été le silence. Aujourd'hui, pour la première fois, ce silence était publiquement remis en question de l'intérieur. Les commentateurs internationaux ont immédiatement reconnu le symbolisme. CNN l'a qualifié de « dévoilement émotionnel d'un futur roi ». Le Washington Post l'a décrit comme un tournant générationnel où le devoir et la vulnérabilité se sont enfin affrontés. Le Guardian est allé plus loin, suggérant que les paroles de Guillaume pourraient redéfinir la monarchie moderne, non pas un pouvoir sans émotion, mais un pouvoir fondé sur l'émotion. Même au sein du gouvernement, les ministres de haut rang auraient réagi avec empathie. Un membre anonyme du cabinet a déclaré au Times « Si la monarchie a un avenir, il réside dans ce que nous avons vu ce jour-là, l'authenticité. » De retour à Sandringham après cette confession, William se rassit. Ses yeux brillaient, mais il ne quittait pas son frère du regard. « Je croyais lui rendre hommage en défendant la couronne, dit-il doucement. Mais peut-être que l'honorer signifie se défendre les uns les autres. Et la réponse d'Harry fut simple. Il franchit l'étroit espace qui les séparait et pour la première fois depuis près de 5 ans, leurs mains se rencontrèrent. Pas de caméra, pas de presse, pas de spectacle, juste 2 frères, 2 fils, 2 parties d'une même histoire qui au final touchent à la même vérité. Dehors, la lumière automnale filtrait à travers les vitraux, dévoilant la pénombre de la chapelle de douces nuances d'or et de rouge. L'espace d'un instant, il sembla que l'univers lui-même s'était arrêté. Comme si la présence de Diana était toujours là, observant, pardonnant et souriant à ce qu'elle avait toujours espéré que ses fils se souviendraient, l'amour avant le devoir. Mais même si la scène s'adoucissait, la réalité s'imposait. Les 2 hommes savaient que ce qui s'était passé dans cette chapelle ne pouvait rester caché éternellement. Tôt ou tard, le monde le découvrirait, et alors la monarchie ne serait plus jamais la même. Lorsqu'ils quittèrent la chapelle, les frères gardèrent le silence, mais quelque chose de fondamental avait changé. La querelle, autrefois symbole du dysfonctionnement royal, s'était muée en une forme sacrée. Pas encore une réconciliation, mais une trêve fragile. Un proche du palais a déclaré plus tard à Sky News « Ce n'était pas du pardon, c'était de la confiance qu'il ne s'était peut-être pas perdue après tout. » À la tombée de la nuit, les lumières de la chapelle s'éteignirent et les portes de Sandringham se fermèrent. Mais les échos de cette conversation commençaient déjà à résonner. Parmi les assistants, dans les murmures, dans les couloirs prudents du palais de Buckingham. Et à chaque récit, la même question résonnait plus fort, si 2 frères pouvaient rompre le silence, l'institution qu'ils servaient en serait-elle capable? Alors que les frères quittèrent la chapelle, le soleil se couchait déjà derrière les chênes de Sandringham. L'air était vif, ce froid anglais qui rend chaque respiration un souvenir. Aucun des 2 ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Quelque part, dans ce petit espace sacré entre culpabilité et pardon, quelque chose de Diana était revenu. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé commença à se répandre, d'abord par des rumeurs, puis par les gros titres. Mais le monde ne saisit que partiellement à quel point l'héritage de Diana avait profondément marqué ce moment. Il ne s'agissait pas seulement de retrouvailles entre des membres de la famille royale brouillés. C'était la conversation inachevée d'une mère qui avait appris à ses fils que la compassion est plus forte que les couronnes. Au palais de Buckingham, les réactions furent mitigées. Les hauts fonctionnaires étaient inquiets. La monarchie, institution qui s'épanouissait dans le contrôle, vit soudain se dévoiler un récit non écrit nourri non pas par les déclarations du palais, mais par l'émotion. « C'est dangereux », déclara un fonctionnaire royal au Télégraphe, mais c'est aussi magnifique, car pour la première fois depuis des années, ils avaient retrouvé une apparence humaine. Le nom de Diana était soudain omniprésent. La BBC a rediffusé d'anciennes interviews où elle évoquait le lien entre ses fils, ce sont les meilleurs amis du monde. Sky News a qualifié la rencontre de Sandringham de « renouveau de son influence ». Et le magazine People a publié un article de couverture intitulé simplement « La lumière entre eux ». Même les médias internationaux ont pris la parole. Al Jazeera l'a décrit comme un moment rare où le deuil et la monarchie se sont affrontés. Le Washington Post a noté que ce que le protocole n'a pas pu réparer, la mémoire de Diana l'a fait. Et Der Spiegel a écrit que ce n'était pas une réconciliation par le devoir, mais une rédemption par l'empathie. Au palais, le roi Charles fut informé discrètement. Sa réaction, selon le Guardian, fut émue mais mesurée. Des sources indiquent qu'il aurait visionné un court extrait des frères ensemble, filmé discrètement par un seul documentariste, et serait resté silencieux plusieurs minutes avant de déclarer « c'est ce qu'elle aurait souhaité ». Mais son approbation n'a pas apaisé la tension ailleurs.
Les conseillers de la reine Camilla étaient moins émus. Pour eux, ces retrouvailles étaient un cauchemar médiatique. Ils ont agi avec leur cœur et non avec l'institution, a déploré un assistant au Times. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la monarchie. Mais pour une grande partie de l'opinion publique, c'était précisément là l'enjeu. Devant les portes du palais, la foule commença à se rassembler avec des fleurs. Les roses blanches préférées de Diana près des barreaux de Kensington comme en 1997. On pouvait y lire « Elle sourit à nouveau » et « Ses fils ont trouvé leur voie ». Le fossé générationnel qui avait longtemps miné la monarchie, entre ceux qui vénéraient de la tradition et ceux qui exigeaient l'authenticité, sembla disparaître l'espace d'un instant. Pour William et Harry, ce changement était personnel et non politique. Des sources proches de Kensington ont confirmé que les frères avaient repris contact quelques jours plus tard, cette fois par téléphone et non en personne. La conversation fut brève, hésitante mais cordiale. Harry était de retour en Californie à ce moment-là où il avait confié à ses amis que la conversation donnait l'impression que maman était là. William, quant à lui, partageait le même sentiment en privé avec Catherine. C'est comme si elle était de retour pour nous soutenir. Les analystes ont vu dans ce symbolisme un tournant. L'esprit de Diana est devenu la conscience officieuse de la monarchie, a déclaré la commentatrice royale Afua Hagan sur BBC Breakfast. Ses fils redéfinissent le pouvoir royal, non pas la froideur, mais la compassion. Et de fait, l'effet domino fut immédiat. Le soutien du public aux deux princes explosa. Un sondage YouGov révélait que 71% des Britanniques considéraient désormais la réconciliation des frères comme une avancée positive pour la monarchie. Le soutien international s'accrut même. Aux États-Unis, la sincérité de Harry fut saluée. En Allemagne, l'humilité de William fut célébrée. Le monde avait assisté à la dépouillement d'une famille de ses titres et de son armure, et cela avait eu un écho. Mais derrière cette chaleur, des ombres planaient. Les rumeurs de tensions internes se faisaient plus pressantes. Des courtisans murmuraient que l'équipe de Camilla prônait un message plus fort de stabilité, craignant que l'ouverture d'esprit des frères n'éclipse l'autorité du roi. Reuters confirma plus tard que de hauts responsables du palais avaient rédigé de nouvelles positions mettant l'accent sur la continuité et l'orientation constitutionnelle. Pourtant, même ces mots scénarisés ne correspondaient pas à ce que les gens voyaient, la vérité crue de deux hommes redécouvrant l'humanité de leur mère. « L'avenir de la monarchie ne sera pas sauvé par des cérémonies », a déclaré un commentateur au Guardian. « Il sera sauvé par l'honnêteté, et c'est ce que Diana leur a appris. » Catherine, observant la réaction mondiale, comprit ce message mieux que quiconque. Elle avait vu comment l'empathie pouvait créer des ponts là où la formalité était impuissante. En privé, elle confia à un assistant « Voilà son héritage, ni la couronne, ni le faste, ni les apparats. La gentillesse qu'elle leur a inculquée. » Cette gentillesse était devenue une forme de révolution silencieuse. Tandis que les équipes de communication du palais s'efforçaient de contrôler le récit, le monde continuait d'évoluer sans elle. Des vidéos virales de Diana serrant des enfants dans leurs bras, serrant la main de malades du sida et traversant des champs de mines ont refait surface sur TikTok et X. Des millions de jeunes téléspectateurs qui avaient grandi sans aucun lien avec la monarchie la voyant désormais non pas comme une royale mais comme un être humain. Et par extension, ils voyaient la même chose chez ses fils. La monarchie était entrée peut-être sans s'en rendre compte dans un nouveau chapitre. Un chapitre façonné non par des décrets mais par des souvenirs. Et pourtant, comme l'a déclaré un ancien conseiller royal à Sky News, l'ironie est que l'amour de Diana a toujours été la plus grande menace pour la monarchie. Et maintenant, il pourrait bien être son dernier recours. À la fin de la semaine, la photo des deux frères debout sous les vitraux de la chapelle de Sandringham est devenue virale. Ce n'était pas un portrait officiel, mais une photo fuitée d'un documentariste William et Harry côte à côte, le visage calme, le regard fixé sur la lumière. Pour certains, ce n'était qu'une image. Mais pour des millions, c'était la preuve que l'héritage de Diana avait survécu au silence qui avait autrefois divisé ses fils. À mesure que cette image se répandait, la monarchie se retrouva tiraillée entre le confort de l'ancien ordre et l'excitation du nouveau. Un rappel que parfois l'acte de leadership le plus puissant ne consiste pas à s'accrocher, mais plutôt à laisser entrer la lumière. L'après-midi suivant, ce qui avait commencé comme un moment de fraternité murmurée s'est transformé en une tempête mondiale. À 14h30, BBC Breaking News a interrompu sa programmation habituelle avec un titre unique qui a clignoté en rouge vif sur l'écran. Le prince Harry affirme n'avoir jamais cessé d'aimer Catherine. En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue sur CNN, Sky News, Reuters et ITV.
Des millions de personnes ont partagé des extraits des citations et des images granuleuses des environs de Sandringham sur les réseaux sociaux. Le monde, semblait-il, s'était arrêté pour témoigner de l'émotion, royale crue et imprévue. Les hashtags ont explosé, la Diana Bridge, la Kate in Tears, la Royal Reunion. En 3 heures, plus de 2 millions de publications ont été partagées et les pages les plus populaires au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe étaient dominées par un seul thème, l'espoir. Après des années de querelles royales, de documentaires et d'accusations, l'idée de réconciliation était devenue une obsession mondiale. Les gens ne regardaient pas seulement une famille se reconstruire, écrivait The Guardian. Ils voyaient une monarchie redécouvrir son humanité. Mais derrière les murs du palais, la panique éclata. Le service de communication du palais de Buckingham, dirigé par des conseillers fidèles à la reine Camilla, s'est mis en mode urgence. Les lignes téléphoniques sonnaient sans cesse, tandis que les conseillers s'efforçaient de rédiger une déclaration. Une source proche a confié au Times que le personnel de la reine voyait cela comme une crise de contrôle et non d'émotion. Leur crainte n'était pas les retrouvailles en elles-mêmes, mais l'histoire qui leur avait échappé. À 20h15, le palais a finalement publié un communiqué soigneusement rédigé. La maison royale soutient tous les efforts pour l'unité familiale. Les moments privés restent privés. Le communiqué était froid, prudent et indéniablement détaché. En quelques heures, les commentateurs le déchiraient ouvertement. Le monde est ému aux larmes, a tweeté un présentateur de Sky News, et le palais réagit comme s'il lisait la météo. Cette distance n'a fait qu'accroître le fossé émotionnel entre l'institution et ses résidents. Des sondages menés par YouGov ce soir-là ont montré que 70% des Britanniques estimaient que le palais aurait dû soutenir ouvertement la réconciliation des frères. Même les royalistes les plus fervents partisans de longue date du formalisme ont commencé à se demander si les anciennes coutumes fonctionnaient encore. La tension était vive au palais. Des sources proches de Clarence House ont décrit la reine Camilla comme visiblement perturbée par la réaction du public. Son équipe a publié un second communiqué tard dans la soirée soulignant l'engagement de Sa Majesté en faveur de la continuité au sein de la monarchie. Mais pour beaucoup, cela ressemblait à une résistance au changement. Un commentateur de BBC Newsnight n'a pas hésité. Le monde a évolué aujourd'hui, mais le palais ne l'a pas remarqué. Même le roi Charles, qui observait depuis Windsor, aurait été partagé. Selon le Télégraphe, il aurait exprimé en privé à la fois fierté et inquiétude. Il souhaitait que ses fils trouvent la paix, a révélé un assistant, mais il craignait aussi que leur unité ne se fasse au détriment de l'institution pour laquelle il s'était tant battu. Pendant ce temps, la conversation privée des frères, la culpabilité de William, les aveux de Harry et surtout les propos concernant Catherine étaient devenus le sujet central de l'actualité internationale. Les grandes chaînes de télévision ont rediffusé tous les détails disponibles. CNN a diffusé une émission spéciale d'1 heure intitulée « Les fils de Diana, le moment où tout a changé ». Le New York Times a publié un éditorial intitulé « Le jour où la Grande-Bretagne s'est souvenue de ses sentiments ». La réaction du public fut fulgurante. Des foules se rassemblèrent devant les résidences royales éclairées de bougies et de lits blancs. Des milliers de lettres adressées simplement à Kate affluèrent au palais de Kensington. Ses œuvres caritatives furent submergées de messages de gratitude. Un message devenu viral en ligne disait « Il n'était pas nécessaire de parler pour les guérir, il suffisait d'être soi-même ». Mais tandis que le monde célébrait l'humanité des membres de la famille royale, les stratèges du palais de Buckingham pressentaient le danger. Derrière les portes closes, l'affaire échappait à tout contrôle. Les conseillers craignaient que les retrouvailles crues et émouvantes des frères n'aient par inadvertance affaibli l'aura de mystère qui protégeait de la monarchie. La firme prospère grâce à la distance, expliquait un historien du palais à Al Jazeera. La proximité les rend mortels et les mortels font des erreurs. Le cabinet de la reine a convoqué une réunion de crise le lendemain matin. Nous avons perdu le fil de la discussion, aurait averti un responsable. Ils ont des émotions, nous avons le protocole. En réponse, l'équipe de presse du palais a discrètement commencé à informer plusieurs journalistes et à fournir des déclarations officieuses visant à ramener le ton vers la stabilité. Mais les dégâts, ou peut-être la transformation, avaient déjà commencé. Même des membres du gouvernement ont pris la parole. Le Premier ministre Rishi Sunak, s'exprimant lors d'une brève conférence de presse devant Downing Street, a déclaré avec diplomatie « Chaque famille a ses différences et il est encourageant de voir la réconciliation ». Cette remarque, bien que mesurée, avait du poids. Elle a subtilement distancé le gouvernement du vide émotionnel qui régnait au palais. Pendant ce temps, les médias du monde entier diffusaient une autre citation retirée des comptes rendus officiels, mais qui avait fuité « L'avenir n'appartient plus au silence ». La phrase attribuée à Guillaume lors de la réunion à la chapelle fit rapidement la une des journaux. Le Guardian la qualifia de « rébellion silencieuse d'un futur roi ». The Economist la décrivit comme un séisme philosophique au sein de la monarchie.
Et pour la première fois même, les critiques de la manière des critiques de la famille royale ont été captivés. L'ancien journaliste de la BBC, Andrew Marr, a tweeté « Il ne s'agit plus de royauté, mais d'hommes qui apprennent à parler après s'être entendus dire pendant des décennies qu'ils ne devaient pas le faire. » La secousse émotionnelle s'est propagée outre-Atlantique. Aux États-Unis, les animateurs des émissions de fin de soirée ont salué la vulnérabilité d'Harry, tandis que les commentateurs de Good Morning America ont qualifié Catherine de boussole émotionnelle de la Grande-Bretagne. En Allemagne, Der Spiegel l'a décrite comme « le calme après le chaos de la couronne ». Mais au sein du palais, la paix n'était pas de mise. Kate devient trop puissante émotionnellement, entendit-on dire un courtisan. Le public la voit comme l'héritière de Diana et non comme la successeur de Camilla. C'était une remarque dangereuse mais pertinente. En 24 heures, Catherine avait transcendé son titre. Elle n'était plus seulement la princesse de Galles, elle était le cœur de la monarchie. Le palais ne pouvait contenir ce genre de symbolisme, ni avec des communiqués de presse, ni avec la tradition. Car ce qui avait commencé comme des retrouvailles entre frères s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste, une réconciliation. Pour la première fois dans l'histoire royale moderne, l'émotion avait pris le dessus sur le contrôle. Devant Buckingham Palace, les fleurs et les mots manuscrits continuaient d'arriver. Un message résumait ce que ressentaient désormais des millions de personnes. Diana nous a montré l'amour. Catherine nous a rappelé que l'amour ne meurt jamais. Au lever du soleil, la tempête ne s'était pas apaisée. Elle avait subi une transformation. Les rédactions du monde entier qualifiaient désormais Catherine non seulement de princesse de Galles, mais aussi d'héritière silencieuse du cœur de Diana. Ce qui avait commencé comme un hommage larmoyant de Harry s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une redécouverte de la compassion au sein de la maison de Windsor. Ce soir-là, des centaines de fleurs ornaient les grilles du palais de Kensington, des roses blanches et des lys, les mêmes fleurs déposées pour Diana 28 ans plus tôt. Des notes manuscrites parsemaient les mots « merci de les avoir soignés » et « vous êtes son errada, son héritage ». La foule se rassembla de nouveau non pas pour protester ou exiger, mais simplement pour observer le silence. Pour la première fois depuis une génération, l'émotion publique et le récit royal allaient dans le même sens. Catherine n'avait pas prévu cela. Lorsque son équipe lui a appris que les médias internationaux l'avaient déclaré centre émotionnel de la monarchie, elle aurait souri faiblement et déclaré « Si cela les aide à guérir, c'est tout ce qui compte ». Mais ses proches savaient à quel point cela lui coûtait cher. Pendant des années, elle avait navigué sur la corde raide entre silence et force, elle a supporté la pression, protégé William et tenté d'empêcher la famille de s'effondrer complètement. Aujourd'hui, cette patience était devenue sa plus grande force. À la télévision, les commentateurs peinaient à décrire ce que vivait la Grande-Bretagne. BBC Newsnight l'a qualifiée de révolution silencieuse au sein de la couronne. CNN a qualifié Catherine de nouvelle boussole morale de la monarchie. Même le Times, connu pour sa réserve, titrait simplement « Kate a fait ce que le palais n'avait pas pu faire ». Mais tout le monde au sein de la famille royale ne se réjouissait pas. En privé de hauts courtisans, on avertit que sa popularité croissante pourrait changer les perceptions au sein de la monarchie. Elle n'est pas seulement admirée, a confié un assistant au Télégraphe sous couvert d'anonymat. Elle est adorée, et c'est quelque chose qu'aucune institution ne peut contrôler. Le cabinet de la reine Camilla, déjà meurtri par des semaines de surveillance médiatique, observait la réaction du public avec un malaise à peine dissimulé. Le discours évolue trop vite, a admis une autre source. Kate est devenue une monarque émotive avant même le couronnement. Pour William, cependant, ce changement fut libérateur. Chez lui, il aurait confié à un ami « Elle a été mon encre tout au long de cette épreuve. Le monde ne découvre que maintenant ce que j'ai toujours su. » Ses apparitions publiques restèrent sobres, mais les subtils changements étaient évidents, des sourires plus chaleureux, un contact visuel plus long avec la foule, des gestes spontanés, rarement vus chez un membre de la famille royale, aussi habitué à contrôler les événements. C'était comme si l'honnêteté émotionnelle de Sandringham l'avait soulagé d'un poids de plusieurs années. Tandis que le palais s'efforçait d'organiser les festivités, les Britanniques ordinaires renouèrent avec la famille longtemps distante. Les dons aux mécènes de Catherine triplèrent en une semaine. Des milliers de lettres affluèrent au palais de Kensington, dont beaucoup étaient simplement adressées à Kate. Une mère de Manchester écrivit « Vous nous avez rappelé que la gentillesse peut être royale ». Un enfant gallois la dessina avec un cœur en or et légenda « Reine de l'amour ». La comparaison avec Diana devint inévitable. Des vidéos de la défunte princesse inondaient les réseaux sociaux, son rire, ses câlins, son courage. Une vidéo devenue virale montrait Diana réconfortant un enfant en pleurs en 1992, suivie de Catherine faisant de même devant un hôpital en 2024. La légende disait « Même grâce, même force ». Même les médias internationaux se sont joints à ce concert. Der Spiegel a décrit Catherine comme la douce correction du passé royal.
Le New York Times l'a qualifiée d'incarnation moderne de la dignité sans abdication. Et Al Jazeera a écrit que elle n'a pas encore hérité du trône, mais elle jouit de la confiance nécessaire pour le maintenir. Malgré tous les éloges, Catherine est restée silencieuse. Elle n'a fait aucune déclaration et a refusé d'accorder des interviews. Sa force, comme toujours, résidait dans sa maîtrise de soi. Ses proches ont raconté qu'elle avait passé les jours qui ont suivi les retrouvailles tranquillement chez elle, évitant complètement l'attention des médias. Elle n'a jamais cherché à attirer l'attention, a déclaré un membre du personnel de longue date. L'ironie, c'est qu'elle la trouve toujours. Au palais, l'ironie ne lui échappa pas. Ses conseillers supérieurs commencèrent à décrire son influence comme l'effet Catherine, un phénomène où sa seule présence semblait stabiliser le chaos. Même le roi Charles, dans un de ses moments les plus contemplatifs, aurait déclaré à ses conseillers « Elle porte la chaleur dont sa génération a besoin. C'est peut-être le don de sa belle-mère qui perdure à travers elle. » Et pourtant, au milieu de tous ces éloges et de cette tranquillité, Catherine portait un fardeau plus léger. Le monde la voyait comme la solution, mais elle savait que les failles sous-jacentes n'avaient pas disparu. L'institution était encore fragile, la santé de Charles toujours précaire, et la rivalité entre modernisation et tradition loin d'être résolue. La réconciliation, comprenait-elle, n'était pas l'objectif ultime, mais la préservation. Lors de sa prochaine apparition publique, un événement pour un hospice pour enfants du Norfolk, le public explosa d'acclamations. Elle portait une simple laine couleur crème sans tiare ni apparat. Les enfants lui offrirent des fleurs et des lettres. Une petite fille lui demanda si elle était « re-amie de l'oncle Harry ». Catherine sourit et dit doucement « On est tous de la même famille, n'est-ce pas ?» C'était une réponse brève, mais elle devint le titre de chaque bulletin du soir. À Buckingham Palace, les courtisans l'appelèrent « un coup de maître improvisé ». Mais Catherine ne le considérait jamais comme une stratégie. Pour elle, c'était de l'instinct, quelque chose que Diana lui avait inculqué par son exemple. La compassion est primordiale toujours. Dans un monde de plus en plus méfiant envers les institutions, Catherine avait accompli ce qu'aucune stratégie royale n'avait pu faire. Elle avait humanisé la monarchie. Non par des déclarations, mais par la patience. Non par des cérémonies, mais par la grâce. Lorsque le soleil printanier est enfin revenu à Londres, une image a su capturer ce que les mots ne pouvaient exprimer. Une photo prise devant Windsor montrait Catherine main dans la main avec ses 3 enfants, William, juste derrière. La composition faisait écho à une célèbre photo de 1988 de Diana se promenant avec ses fils dans les jardins de Kensington. La légende de Reuters résumait parfaitement la situation, l'histoire ne se répète pas. Elle guérit. Et même si la vie au palais allait reprendre son rythme formel, briefings, apparitions et l'agitation incessante du devoir royal, rien ne serait plus jamais pareil à l'intérieur de ses portes. Car cette année-là, entre crise et confession, la couronne avait retrouvé son élan. À travers ses larmes, son silence et son courage, Catherine a prouvé quelque chose que même des siècles de monarchie ne pouvaient décrire, que l'amour même perdu peut être royal.